régional ensemble, la République démocratique du Congo est en partenariat avec 36 pays africains. Je crois que ça, c'est quand même extraordinaire. Et même une abondante population qui avoisine 900 millions. Alors, imaginez que quelqu'un choisisse d'investir au Congo. Le Congo lui offre tout cela. Et c'est ça le rôle prépondérant que mon pays a à jouer dans l'Union africaine, parce que c'est une puissance qui dort et qui a vocation de se réveiller pour pouvoir devenir la locomotive des autres pays voisins. Alors la RDC est une puissance, on ne peut pas le nier, que ce soit économique, surtout avec les ressources qu'elle a en son territoire. Elle souhaite développer tous ces partenariats, comme vous l'avez expliqué, Excellence, avec pas mal de pays africains, de par sa participation à différentes organisations régionales et continentales. Mais on se rend compte aussi qu'elle souhaite exploiter ce potentiel finalement, non pas qu'en Afrique, mais à l'étranger, avec de nouveaux partenariats. On peut citer la Chine, on peut citer aussi la Russie. Donc finalement, la RDC, comment organise-t-elle aujourd'hui ces nouveaux partenariats et ces relations avec des puissances comme la Chine ou la Russie? Vous pourriez même ajouter les États-Unis. Et là, comme nous parlons des États-Unis et de la Russie, ça me rappelle à un certain moment dans l'histoire l'existence du monde bipolaire qui a succédé à la guerre mondiale et qui a mis sur pied la guerre froide. À cette époque-là, il y avait deux blocs, soit le bloc occidental piloté par les États-Unis qui représentait tous les capitalistes, et le bloc soviétique piloté par l'URSS qui représentait donc les communistes. À cette époque, déjà, il y a un adage qui dit que qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc, cela veut dire qu'à cette époque, si on s'approche du bloc occidental, c'est comme si on est contre le bloc soviétique. Et là, ça créait ce genre de conflit. Mais mon pays, déjà à cette époque, sous la guerre froide, a su jouer son rôle. Parce que, sans même le déclarer, mais il était en bon partenariat avec les États-Unis. La preuve que deux enfants américains sont venus au Congo livrer le combat du siècle. Mohamed Ali et George Foreman, c'est des enfants américains. Si le Congo n'était pas en bonne relation avec les Américains, les Américains n'accepteraient pas de livrer leurs enfants pour aller se battre au Congo. À cette époque-là, rappelez-vous que la Chine, c'est un allié direct de l'URSS et de la Russie aujourd'hui. Mais le Congo a toujours été en très bon terme avec la Chine. La preuve est que nous étions même allés jusqu'au niveau de vouloir entrer dans de copier un peu le mode de gouvernance chinoise en voulant adapter la révolution culturelle. Nous avons, à l'époque, l'ancien président Mobutu, pour soutenir l'authenticité, il avait même mis sur pied une tenue nationale qu'on appelait l'abacoste. Abacoste, c'est-à-dire abat le costume. Il était interdit de porter la cravate. Et on a adopté quelle tenue? La tenue chinoise. Ah oui, le col Mao. Mais bien sûr, plus tard, nous l'avons amélioré par notre manière. On a même mis sur pied le travail communautaire qu'on appelle aujourd'hui le salongo. C'était une manière de coopérer à la fois et avec l'Occident et avec les autres. Mais bien sûr, Mobutu à cette époque-là disait nous ne sommes ni à gauche ni à droite. Et pour amuser la galerie, il disait nous ne sommes même pas au centre. Pourtant, le centre ne pesait pas. Pour revenir maintenant aujourd'hui, voyant ce que regorge la place que joue le Congo actuel et tout ce qu'il regorge comme potentialité, nous avons intérêt de bien coopérer avec toutes ces puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis. On ne doit pas leur donner l'occasion de venir se battre au Congo. Nous sommes fragiles, ils risquent de nous écraser. Parce que quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Mais par contre, on peut créer un partenariat. Parce que, je venais de le dire, le Congo, avec tout ce qu'il regorge comme potentialité, nous sommes aussi une puissance. Et donc, je propose déjà que ces trois grands pays puissants du monde, les États-Unis, la Russie et la Chine, puissent s'allier au Congo, qui est aussi un puissant potentiellement, et constituer le G4, le groupe des quatre. À ce moment-là, nous allons contribuer à développer le reste des pays du monde qui ont besoin effectivement de notre souffle pour avancer.
Alors justement, Excellence, c'est dans cette dynamique que la Russie renforce sa présence diplomatique sur tout le continent africain. Ça, on l'a remarqué concernant la RDC, cette présence russe, ces nouveaux partenariats qui sont en train d'émerger. Est-ce que vous, par rapport à votre pays, vous constatez ou vous admettez que ce partenariat est basé sur un gagnant-gagnant, finalement, entre la RDC et la Fédération russe? Mais je pense que nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à gagner, n'est-ce pas, dans ce partenariat. Il y a de mauvaises langues qui insinuent pour dire qu'il faudrait balkaniser le Congo, parce que le pays est trop grand et donc pour sa gouvernance, il faudrait l'emietter. Pourtant, le premier pays le plus vaste du monde, c'est la Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés. Mais ces grands espaces de terre n'empêchent pas au gouvernement russe de venir, de gérer et de porter son pays à ce niveau qu'il occupe, donc une superpuissance. Donc, cela veut dire que balkaniser le Congo, ce n'est pas la solution. Hein? Nous devons demeurer dans nos frontières, mais apprendre avec les amis russes comment on peut développer notre pays, etc. Donc ça, c'est une voie. Mais aussi, la Russie, c'est un grand producteur, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz. Mais nous avons le gaz méthane au Congo. Nous avons le gaz méthane dans le lac Kivu. Donc il y a lieu, on peut coopérer dans ce... Il y a pas mal de choses que nous pouvons gagner. Et surtout, qu'on se le dise, nous avons toujours été en bon terme avec la Russie. N'oubliez pas l'université Lumumba, qui se trouve à Moscou, où on a célébré la fois passée le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Congo et la Russie. Ça, c'est une preuve vivante de l'amitié séculaire entre nos deux pays et nos deux peuples. Donc un partenariat gagnant-gagnant entre Moscou et Kinshasa, deux États souverains finalement, la Fédération de Russie, la République démocratique du Congo. Donc pour rester sur ces relations d'avenir ou prometteuses entre les deux pays, quels sont selon vous les domaines les plus prometteurs en termes d'investissement et d'économie entre la Russie et la République démocratique du Congo? Je venais de le dire, ne fût-ce que sur le plan de la gouvernance, je venais de le dire, mais de deux, nous avons pas mal de choses que nous avons en commun, entre autres les ressources naturelles, mais aussi nous avons intérêt d'avoir une armée solide, très solide. Et donc, c'est cette armée qui nous permettait de pouvoir protéger à suffisance notre territoire, si on peut coopérer avec la Russie pour effectivement former nos militaires, pourquoi pas? Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui écrivent, surtout en Occident, qui écrivent beaucoup sur ce rapprochement entre beaucoup de pays du continent africain et la Fédération de Russie comme un nouveau partenaire, gagnant-gagnant, comme une sorte de rupture avec les relations traditionnelles que pouvait avoir le continent africain, notamment avec l'Union européenne, avec l'Europe, avec la France. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer, tout le monde est au courant. Selon vous, comment vous analysez cette lecture de ces nouveaux observateurs qui parlent d'une nouvelle relation entre la Russie et les pays africains, notamment les RDC? Moi, je pense que, et je le dis en ma qualité d'ambassadeur de mon pays en Tunisie, on ne s'ingère jamais dans les relations, dans les affaires internes des pays. Si un pays a choisi de coopérer avec la Russie, mais c'est son choix. Aussi longtemps que ce pays est convaincu que dans ce partenariat, il pourra avoir la possibilité de développer son pays, de nourrir ses enfants. Pourquoi pas? Je pense que dans la souveraineté des États, le partenariat n'est pas figé, n'est pas obligé nécessairement d'avoir les mêmes partenaires, etc. Lorsqu'on estime qu'on a découvert de nouvelles pistes qui puissent permettre au pays d'avancer, mais le pays s'engage librement et souverainement. Donc, c'est leur choix. Nous, on ne s'ingère jamais dans les affaires internes des pays. Alors, Excellence, on a parlé d'éducation, on a parlé de relations internationales, on a parlé d'économie, de politique. Si vous me permettez, j'aimerais bien parler maintenant un petit peu d'écologie et d'environnement. Donc, vous l'avez bien cité, la République démocratique du Congo regorge d'une biodiversité assez incroyable, avec ses lacs, avec ses ressources naturelles. Donc, finalement, l'environnement et l'écologique, aujourd'hui, quelle place ces deux sujets occupent dans la diplomatie de votre pays? Je vais encore le dire et je le répéterai, le Congo, c'est un géant.
qui dort et qui se réveillera un jour. Rappelez-vous qu'au-delà des ressources sous-sol que nous regorgeons, notre pays est solidement implanté dans ce qu'on appelle le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est effectivement ce deuxième poumon de l'humanité. C'est grâce à ce bassin du Congo que les pollueurs, toutes ces grandes puissances qui polluent, c'est grâce au bassin du Congo qu'on arrive encore à permettre à l'humanité de respirer. Mais il s'avère que finalement, on oblige aux populations qui vivent de ce bassin de pouvoir modifier leur mode de vie, de pouvoir changer leur manière de vivre afin de pouvoir préserver les forêts qui regorgent, vous venez de le dire, autant de ressources naturelles et tout. On leur demande cela, mais qu'est-ce qu'on leur propose en retour? C'est ça aussi le problème. Il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qu'on propose qui puisse permettre à ces peuples de pouvoir gagner et avancer. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de l'accord de Kyoto qui a déjà préconisé, n'est-ce pas, le crédit carbone. Et donc, il faudrait penser aux populations du Congo qui ne vivent, dont les ancêtres ne vivaient que de ces forêts, et qu'on est en train de pouvoir influencer, on les incite à changer leur mode de vie pour préserver cette manne du ciel, manne naturelle qui se trouve chez nous, afin de pouvoir préserver le monde. Mais en retour, vraiment c'est un plaidoyer que je fais et que je formule à travers votre caméra, qu'on puisse penser à mon pays, à toute cette population qui n'a pas d'autre choix, qui n'a pas d'autre manière de vivre que des ressources naturelles et tout ça, et qu'en retour, on leur propose autre chose. Alors, vous parlez de développement et d'écologie. Si vous me permettez, je vais faire un pont entre le développement, l'écologie, l'avenir, et puis la jeunesse congolaise qui finalement est l'avenir de son pays. Beaucoup de jeunes Congolais étudient actuellement à l'étranger, dans les quatre coins du monde. On peut parler des États-Unis, on peut parler de la Russie, on peut parler du Canada, de la France, mais aussi de la Tunisie. Beaucoup de jeunes Congolais étudient actuellement ici en Tunisie. Pour conclure cette interview, quel message, vous, en tant qu'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tunisie, adressez comme message à cette jeunesse congolaise qui étudie actuellement en Tunisie? Cette jeunesse qui m'écoute et que je salue encore une fois, je l'encourage. Je l'encourage à se former. Je l'encourage à apprendre les bonnes pratiques. Je l'encourage à prendre le destin à main. Parce que l'avenir, effectivement, se trouve entre leurs mains. Cette jeunesse doit comprendre que je suis ambassadeur, vous l'avez dit, je représente mon pays en Tunisie, mais chaque jeune, il est aussi ambassadeur. Et d'ailleurs, il l'est doublement. Parce que de part où il vit, tout le monde regarde son comportement. Et donc, son comportement peut scandaliser son pays, tout comme son comportement peut faire honneur à son pays. Ça, il est déjà ambassadeur. Et de deux, lorsqu'il aura terminé ses études et qu'il sera rentré au pays, il demeure toujours ambassadeur parce que personne d'autre ne peut parler d'un pays où vous avez étudié mieux que vous qui avez vécu. Donc, je demande à cette jeunesse d'être consciente, de savoir que le Congo est beau, le Lumumba l'a dit, et tous les présidents, le président Tshisekedi aussi ne cesse de le dire, le Congo est beau, mais n'oubliez pas les amis, le Congo est riche. Il y a Frantz Fanon qui avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Vous imaginez un revolver sans gâchette? Et vous imaginez ce que devient le revolver lorsqu'on active la gâchette. C'est ça. Mais tout cela, c'est vous, la jeunesse, éparpillée à travers le monde, qui avez de plus en plus cette capacité d'avoir appris, d'avoir accumulé autant d'expérience. Revenez au pays, venez contribuer au développement de votre pays. S'il vous plaît, la migration, oui, mais migration clandestine, non. Excellence, merci beaucoup. On va terminer cette interview sur ces belles paroles que vous avez adressées à la République depuis Tunis
au nom de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à cette jeunesse congolaise qui étudie à travers le monde et aussi en Tunisie. Merci beaucoup pour la sincérité de vos réponses, la spontanéité de vos réponses et surtout de nous avoir accueillis dans ce cadre magnifique pour la grande interview. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la grande interview sur RT en français. Je rappelle que notre invité du jour était le professeur Mwedenga Mwesengo Désiré Salomon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Tunisie. Merci et à bientôt.